Chers traders indépendants, nous voilà enfin arrivés au dernier module de cette formation dans lequel je vous ai enseigné ma nouvelle stratégie Darwin Trading. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes aussi enthousiaste à l'idée de mettre en place et d'appliquer cette stratégie que je le suis aujourd'hui et que je l'ai été quand j'ai fait ces découvertes suite aux recherches que j'ai fait sur cette stratégie. Moi, c'est vraiment devenu vraiment maintenant ma stratégie favorite. C'est une stratégie qui est simple d'utilisation, pure, efficiente, personnalisable, une fois qu'on a maîtrisé les bases, qui s'adapte à tous les marchés, qui s'adapte à toutes les unités de temps. Ce n'est pas une stratégie parfaite, la perfection n'existe pas, ce n'est pas une stratégie miracle ou saint Graal. Ça demande quand même d'être précis, d'être vigilant, d'être rigoureux, d'être discipliné, comme n'importe quel travail et n'importe quelle application de stratégie boursière, mais elle vous facilite vraiment, vraiment, vraiment le boulot à ce niveau-là. Donc, c'est ça qui en fait une très bonne stratégie. Des bonnes stratégies, il y en a plein en bourse, hein. Des approches, des méthodologies, que ce soit techniques, graphiques, fondamentales, pour chercher des points d'entrée, des efficiences de marché ou des inefficiences de marché, selon comment vous considérez les choses. Il y en a plein. Il y en a plein qui marchent, il y en a plein de biens. Je ne suis pas le seul et unique détenteur d'approches de trading. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a d'autres gens bien plus intelligents que moi qui ont fait des choses avant moi et qui en feront après moi. Simplement, j'essaye de faire un focus parmi toutes ces choses-là, dans mon expérience et dans ma pratique de trader indépendant, des choses qui ont une efficacité non pas uniquement au niveau stratégique, mais aussi au niveau humain, c'est-à-dire est-ce que cette stratégie va être facile à implémenter d'une part, mais aussi c'est une stratégie qui va être facile à tenir dans la durée. Donc toutes les stratégies, certaines stratégies sont épuisantes psychologiquement, d'autres sont très faciles psychologiquement, comme celle-ci par exemple, et donc c'est beaucoup plus facile d'être constant et discipliné avec une approche comme celle-ci. Donc c'est surtout là-dessus que je suis très fier de ça et très content de pouvoir le partager avec vous. Donc ce module va se partager en deux chapitres. Un premier chapitre qu'on va aborder maintenant, dans lequel on va tout simplement faire une mise en pratique. Voilà, bon, j'ai appelé ce module conclusion, enfin bon, peu importe, mise en pratique. C'est le dernier module, mais c'est surtout de la mise en pratique en réalité. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire ce que j'appelle du travail à l'aveugle, c'est-à-dire que je vais prendre des graphiques que je connais pas, que j'ai pris de manière un petit peu aléatoire, sur différents types d'indices, forex, actions, indices, crypto, matières premières, et également sur différents types d'unités de temps, M1, M5, H4 et D1. Je vais peut-être pas faire passer en revue toutes les combinaisons possibles parce que sinon ça durerait 10 heures. Mais je vais essayer de couvrir un petit peu des cas de figure variés, on va dire, dans lequel je vais faire de la recherche à l'aveugle du pattern et vous faire mes commentaires au fur et à mesure. Voilà. Plutôt que vous donner un dernier module de conclusion dans lequel je vous assommerai de conseils, de règles supplémentaires, etc., que vous retrouviez avec la forme en disant ah oui, il a aussi dit ça, et puis ça, et puis ça, puis j'essaie de me souvenir de tout quand je suis en pratique. Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Il y a, on va dire, un cœur. Il y a un moteur de la stratégie, un cœur stratégique qui est très élégant et qui est très simple et que je veux garder tel quel. Et puis après, moi, je vais simplement vous montrer comment dans la pratique, je vais l'utiliser et je vais un petit peu vous montrer comment est-ce que je m'en sers. Après, ce sera à vous de vous en servir de la même façon, d'une manière très légèrement différente, à partir du moment où vous respectez le cœur du process et le cœur du pattern. Après, vous pouvez ne pas respecter, mais simplement, vous n'êtes plus en train d'appliquer cette stratégie, vous êtes en train de faire autre chose. Voilà, on va commencer à passer sur les graphiques. On va commencer avec le Forex. Donc, ce que je vais faire pour chaque classe d'actifs, c'est que je vais prendre évidemment un actif qui est représentatif et puis que j'aime bien. Hein. Je veux dire, j'ai le droit aussi d'avoir des préférences. Je ne suis pas obligé de trader sur des choses qui ne me plaisent pas ou qui me sont inconfortables. Je vous montre ma façon de travailler, mes préférences, mes goûts personnels aussi. Après, vous pouvez les calquer ou les personnaliser
mais en tout cas, je vous fais des recommandations par rapport à ça. Donc, en l'occurrence, pour le Forex, l'euro-dollar fonctionne très bien avec cette stratégie parce qu'il est très liquide, parce que on arrive bien à lire les patterns. C'est pas la peine d'essayer. Je vous dis ça parce que probablement pour certains d'entre vous, vous êtes immédiatement d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais il y en a d'autres souvent qui me disent ouais, enfin, qui me demandent un petit peu comment dire, de me forcer à me mettre dans tous les cas de figure possibles et de me justifier par rapport à ça. Non, j'ai le droit de faire les choses comme je l'entends, entre guillemets, et moi je vous transmets ça. Aucune stratégie n'a l'impératif et l'obligation de fonctionner absolument sur tout. Il y a toujours des préférences, il y a toujours des choses sur lesquelles ça va marcher mieux. En l'occurrence, c'est comme sur la plupart des stratégies graphiques. Elles fonctionnent bien sur les instruments qui sont très liquides, qui ont beaucoup de recotation, c'est-à-dire que dans une bougie, il y a beaucoup de ticks, il y a beaucoup de recotation, qui ont un dépliement du prix qui est lisible, qui n'est pas trop parasité, et on n'a aucunement l'obligation d'aller chercher des choses compliquées ou d'aller chercher ou que ça fonctionne sur absolument 100% des actifs qui sont disponibles sur le marché boursier. Donc, pour autant, je ne vais pas vous donner une liste, hein, voilà, parce que généralement, il y a les deux extrêmes. Il y a les extrêmes qui disent ça doit absolument marcher sur tout le temps. Et j'ai l'autre extrême aussi parfois, heureusement c'est une minorité, mais bon voilà, qui me dit, alors tu nous donnes exactement la liste des actifs sur lesquels tu travailles et je vais appliquer exactement la même. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je vous donne les critères de sélection, vous vous en inspirez et après, dans votre pratique personnelle, vous faites les mêmes, vous vous adaptez, etc. D'une manière générale, voilà, la règle générale, je vous l'ai dit, c'est de la même façon que je ne peux pas, par exemple, vous donner un pourcentage de marge du stop sous une bougie quand je dis 2 ticks. Ah, mais là, il y en avait 3, alors j'ai pris 3, ça n'a pas marché, ou ça a marché aussi. Donc, il faut modifier la stratégie. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. Ça, j'ai envie de dire, c'est la partie un petit peu artistique, je ne sais pas comment l'appeler, la partie un petit peu... oui, artistique du trading. Le trading, ce n'est pas que des mathématiques, ce n'est pas des chiffres précis. Le prix, il vit, il respire, il est bougé et il est animé par des êtres humains, par des groupes d'êtres humains. Donc on doit avoir une certaine malléabilité mentale pour s'adapter à ça et pour être le plus pragmatique possible. Voilà, fin de cette petite parenthèse, mais c'est vrai que je suis bon, ça m'agace un peu parfois, mais voilà, au moins je mets les choses au clair par rapport à ça et j'espère que vous le comprendrez. Donc là, on est sur le Forex, donc je vais prendre l'euro-dollar, on est en H1, je vais varier les unités de temps après, je ne vais pas systématiquement prendre le H1, mais je commence par le H1 parce qu'encore une fois, moi j'aime bien travailler le H1. Donc on va mettre un point de démarrage à partir du moment là où on voit rien. Donc je vais le noter ici. Donc notre point de démarrage, c'est juste là sur cette dernière barre ici. Puis on va avancer barre par barre. Et puis on va avancer jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelques opportunités, un petit peu, si possible, différentes les unes des autres. Je vais pas non plus passer 1 heure sur chaque parce que sinon ça va durer 10 heures. Et puis le but c'est surtout d'avoir des cas de figure les plus variés possibles. Pas forcément besoin d'en avoir 10 000 non plus. Voilà, et puis de toute façon la communauté est là aussi, et moi je suis là aussi, et les encadrants sont là aussi, pour continuer après de vous conseiller sur la question. Donc on est parti, donc on est là, je vais zoomer un petit peu, voilà, je zoome pas trop non plus parce que j'aime bien quand même continuer à voir l'ensemble de l'action du prix sur mon graphique. Donc on est sur un fond noir, on n'a pas de volume, on a mes bandes de Bollinger du T qui sont en blanc avec la moyenne mobile blanche centrale, donc on est en 22. On est les bandes de Bollinger jaune qui correspondent à l'UT supérieur, en l'occurrence c'est le H4 ici, qui correspondent à du 82 avec également la médiane. Voilà, les médianes blanches et jaunes, je les mets un petit peu plus fines que les extérieurs de manière à ce que ce soit, parce que ça fait quand même 6... Ça fait quand même 6 moyennes sur le graphique, donc ça s'alourdit assez rapidement. Et voilà, bah, on a tout ce qu'il faut. Donc,
On avance, donc là on est dans cette tendance haussière ici, on est au-delà des bandes de Bollinger jaune, donc là pour l'instant il n'y a rien à faire, on va avancer bougie par bougie. Et dès que je vois quelque chose qui semble correspondre, je m'arrête et je commence à réfléchir à la question. Donc là, on a une réintégration des jaunes, mais elle ne vient pas immédiatement d'un rebond de bande de Bollinger blanche. Donc là, il n'y a rien à faire. On descend. On descend. Ok, donc là, on arrive à la zone potentiellement intéressante. On arrive au contact de la borne basse des bandes de Bollinger blanche et nous nous trouvons au-dessus de la moyenne mobile jaune. Donc potentiellement un point d'entrée à l'achat, sauf que, on vient d'une zone dans laquelle la prix a passé beaucoup de bougies et très fortement au-dessus des bandes de Bollinger jaune. Donc généralement, comme je vous dis, moi je ne prends pas cette première opportunité-là. Donc oui, non, je vais la filtrer là. Ok, donc la bougie d'après, il y a une réaction, elle n'est pas folichonne en plus. Donc là, je prends pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va y aller quand même ou pas? Pour l'instant, c'est stable. Ok, bon, c'est stable. Et là, vous voyez que on a une mèche et donc en fait, finalement, on aurait touché notre stop si on avait pris ici. Donc encore une fois, encore un exemple supplémentaire qu'il faut éviter ces points d'entrée là. Ensuite, non. Donc là, on se rapproche à nouveau des bandes de Bollinger blanches. Ok, on fait contact percement, mais on est du coup là passé de l'autre côté sur la moyenne mobile jaune. Donc non, ici c'est pas possible d'acheter. Bon, ça va un petit peu de l'autre côté, mais bon, de toute façon, oui, non, là c'est pas possible. Alors. Là, par contre, dans l'autre sens, on a quelque chose qui est intéressant. Pourquoi intéressant? Premièrement, on a contact-réaction sur une seule bougie. Donc c'est une pin bar, donc évidemment c'est encore mieux quand c'est sur une seule bougie. Donc, ça veut dire que vraiment le mouvement il est réactif justement. Donc on a une très jolie pin bar rouge, donc qui va en plus dans notre sens. Ça c'est bien. La clôture, alors la clôture est vraiment limite par contre effectivement, parce qu'on clôture tout juste en dessous de la moyenne mobile jaune. Alors, dans ces cas-là, si on a un doute, c'est là où on rebranche le cerveau, j'ai envie de dire. Donc rebranchons le cerveau et regardons un petit peu le contexte. Le contexte, moi ce que j'aime bien là, c'est qu'on vient justement de cet extrême-là et vous allez pouvoir constater que très souvent, quand le prix sort pendant plusieurs bougies totalement des bandes de Bollinger jaunes, c'est très souvent, pas à chaque fois, si c'était à chaque fois, je traderais que comme ça, hein, je me compliquerai pas les, mais ça correspond très souvent au maximum de zones avant une inversion de tendance. Donc nous, avoir une opportunité juste après cette zone-là à la vente, donc pour éventuellement continuer cette nouvelle tendance baissière, et bien évidemment c'est quelque chose qui est intéressant. Donc vous voyez bien que là, le petit sommet d'avant était à peu près au même niveau. Mais globalement, vous voyez qu'on a ici, on est dans une phase de descente quand même. On a un creux ici, un creux plus haut ici. On a non, pardon, un sommet ici, un sommet plus bas ici. Et on a un creux ici et un creux plus haut ici. Donc on est bien dans une espèce de construction de canal baissier et qui est validé par cet éventuel maximum. Cet éventuel, j'étais où? J'étais là. Non, j'étais pas là, pardon. Voilà, j'étais là. Maximum de zones. Donc, malgré le fait que là, on est un peu limite sur la clôture, comme de toute façon, il faut avoir conscience qu'il y a toujours un lag plus ou moins important avec cette moyenne mobile. On peut se permettre, entre guillemets, cette tolérance pour corriger, entre guillemets, ce lag-là. Donc pour moi, je vais dire que au niveau du pattern, là, il est valide. Maintenant, il faut passer ça au juge final. Le juge final, c'est le ratio risque-récompense. Donc je mets mon petit outil, je positionne le stop juste au-dessus et je vais aller chercher. Alors ici, c'est un trade en tendance. Donc mon objectif, c'est les bandes de Bollinger jaune en face. Donc en l'occurrence ici, si je veux pas voir la suite, je suis obligé de faire comme ça. Je suis là. Alors je suis à 2,53, donc il manque un petit peu. Mais là, j'ai la possibilité de décréter
Donc, je ne vais pas m'en priver. Là, vous n'êtes pas obligé de décréter jusqu'au bout, hein. Vous pouvez aussi décider de décréter que jusqu'au point à partir duquel vous avez récupéré au moins le 3 pour 1. En l'occurrence ici, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Si je veux récupérer le 3 pour 1, j'ai juste besoin d'écréter un tout petit bout et donc évidemment, ça rajoute une sécurité supplémentaire. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que ça rajoute aussi la sécurité. On reste malgré tout au-dessus de la bougie verte complètement d'avant. Donc, ça peut être intéressant. Là, c'est après, comment vous sentez trade. Si vous le sentez vraiment très, 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 très bien, vous avez la possibilité d'aller en gros jusque-là au maximum, en laissant une petite marge au-dessus du corps de la bougie de déclenchement. Donc là, on passe à 1 pour 5. Tout dépend de votre confiance dans le trade. Et puis c'est vrai que plus au début, forcément, vous n'allez pas être très conscient, donc vous allez toujours un petit peu limiter le risque. Et puis au fur et à mesure que vous allez vous rendre compte que bah, ça se passe bien, normalement, je vous le souhaite, vous allez prendre confiance en vous et vous allez aussi vous autoriser d'être plus agressif. Là, bon, il y a quand même certains éléments, un petit peu de doute, hein. Il y en aura toujours de toute façon, mais voilà, je vais mettre plutôt ici. On est à 1 pour 3,3, voilà, donc ça, on est bon. On déclenche un trade ici, et maintenant on attaque le suivi. Donc bougie par bougie. Donc bougie d'après, boum, bah, il va chercher directement l'autre côté des bandes de Bollinger. Donc là, encore une fois, dans la tendance, je vous ai dit, quand on atteint l'autre côté des bandes de Bollinger, regardez comment est-ce qu'on y est arrivé. Est-ce qu'on y est arrivé en galérant ou est-ce qu'on y est arrivé facilement? Là, on y est arrivé facilement puisqu'il a suffi d'une bougie après, donc on peut difficilement faire mieux que ça. Donc là, tout se passe bien. Donc si tout se passe bien, on n'a pas besoin de mettre en place le break-even Darwin. Donc on ne prend pas de take profit partiel et on continue de laisser vivre le trade pour le moment. Bougie suivante, ok, bon bah alors là c'est voilà, encore, et d'ailleurs encore une fois, le fait d'avoir une preuve qu'il y va facilement, bah, c'est aussi une confirmation que ça va probablement encore continuer. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mettre en place de break-even Darwin et de take profit partiel. Et là, on en a une très belle démonstration. Donc malgré tout, on n'a pas encore atteint l'autre côté des bandes de Bollinger jaune. Mais vous voyez qu'elles sont en train de monter donc pour aller potentiellement aller récupérer entre guillemets la target. On va voir. Bougie suivante. Ok, bon bah voilà. Bougie suivante, elle était il y a une petite pause et puis là ça y est allé, mais alors comme dans du beurre. Donc bon bah voilà. Voilà, donc là, limite là, même quand ça arrive là, si vous êtes devant à ce moment-là, c'est en train de pousser tellement fort que vous pouvez peut-être même attendre la fin de bougie. Quand c'est en train d'exploser à la baisse comme ça, ne serait-ce que pour voir. D'ailleurs, je vous avais dit aussi que dans ces conditions-là, je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais il me semble que vous avez toujours là une possibilité. Si vraiment... là, on a deux choses. Ça y est, elle est bien là, donc on n'a pas besoin sur les bandes de Bollinger blanches. Donc la target intermédiaire, donc on touche à rien. Et là, encore une fois, il a fallu deux bougies, trois bougies de plus pour aller carrément chercher l'autre côté et loin. Super, et en plus avec beaucoup beaucoup d'impulsion. Donc là, éventuellement, vous pouvez aussi jouer. Ce qui est très intéressant avec cette stratégie, c'est que il faut bien que vous compreniez la différence. Et c'est aussi pour ça que c'est très intéressant, là, ces cas pratiques, parce que ça me permet de vous dire plein de choses. Certains vont dire ah mais t'es déjà en fait tu t'es tout le temps en train de toucher la stratégie nanana nanana, comment est-ce que je vais faire, c'est compliqué. Non, vous avez un cœur stratégique qui est fixe, qui ne bouge pas. C'est les patterns d'entrée, les ratios, le money management, etc. Ça c'est fixe. Après, quand les choses se passent bien, c'est de la cerise sur le gâteau. Vous avez de la marge. Cette marge-là, vous pouvez ou pas l'utiliser. Vous pouvez rester dans du strict. Là, on a parfaitement la possibilité, et je ne vous en blâmerai pas, de rester dans un strict qui est quand j'arrive à ma target là, donc légèrement au-dessus de la bande jaune, je prends mon profit, j'ai pris 3,3, là on est en H1, donc ça veut dire que si j'ai pris un risque à 1% par exemple, j'ai pris 3,3% d'augmentation de capital en 5 heures, c'est énorme, c'est énorme. Vous avez fait plus en 5 heures que une assurance vie française sur un an, quoi. Donc, à ce moment-là, si vous êtes à l'aise et si vous avez des preuves, et là on a des preuves que le prix se passe bien, mais jouez. Comprenez bien que le cœur stratégique, on n'y touche pas.
Et tout ce qui est périphérique autour, quand les choses se passent bien, bah là, jouez en fonction de comment se comporte le prix. Ne soyez pas autiste. Regardez ce qui se passe sur le prix. Vous avez un cœur dans lequel voilà, vous êtes bien, bien rigoureux. Et après, quand vous respectez ça, brodez autour en fonction du contexte et de votre personnalité. Ça, je vous y autorise parfaitement. C'est que du bonus. Quand on arrive dans la phase du bonus, à dire est-ce qu'on va gagner un pour 3 ou est-ce qu'on va gagner un pour 5 ou un pour 10, donc c'est du bonus en fait. De toute façon, même à partir du break-even, quelque part, on est déjà en bonus. Eh bien, là, éventuellement, vous pouvez vous autoriser à regarder d'autres éléments. Vous pouvez regarder est-ce qu'on atteint ici. Là, peut-être que je ferme pas ici, j'attends de la fin de la bougie. Et la fin de la bougie, je me rends compte que je suis sur un support très intéressant ici, par exemple. Donc là, je peux peut-être me dire qu'à la clôture de bougie, c'est pas mal. Voilà, après, vous pouvez aussi, vous n'avez pas besoin d'être voilà, complètement autiste comme ça. Alors, il a dit 1 A, B, X et Y, donc je fais un A, B, X et Y. Là, ça se passe bien. On a de la marge de manœuvre, on peut éventuellement s'en servir. Bref, allez, j'arrête avec ça, mais c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus maintenant, parce que je sais que parfois vous vous torturez beaucoup, arrêtez de vous torturer. Quand vous êtes passé en break-even ou en profit partiel, regardez un petit peu, ouvrez les yeux en fait, regardez ce qui se passe, quoi. Même pas que là, ouvrez les yeux tout le temps, regardez ce qui se passe tout le temps. Mais encore plus quand vous êtes dans des phases où vous avez de la respiration et de la manœuvre. Donc moi je dis que c'est pas mal la clôture ici, voilà, c'est un bon compromis entre avoir laissé un peu plus de temps et en même temps on est sur une zone intéressante. Donc moi je prendrais bien un profit ici, donc je vais le noter. Et là, du coup, d'ailleurs, au passage, on va revoir. Parce que ce qui est bien, c'est que là, on avait défini un 1,3 pour 3. Mais là, en fait, au final, on finit pas à 1,3 pour 3. Hein. On finit à 1 pour 4,24. Donc là, on fait 4,24% de gain si on avait risqué 1% ici en 5 heures. Ok, voilà, presque deux fois la perte d'une assurance vie en fonds euros française ou européenne. On est pas mal. Donc la clôture que je vais mettre avec une croix verte par exemple. Ici, voilà. Et donc je vais mettre le point de vente. Le point de vente qui était donc celui-ci, voilà. Puis comme ça me permet de me débarrasser de ce niveau-là pour pas trop surcharger. Ok, continuons. Tiens, comme par hasard, où est-ce que ça s'est arrêté sur le support? Donc voilà, c'est bien. Ici, non, ici on peut pas acheter en contrariant, en contre-tendance. Ça repart un petit peu à la baisse malgré tout. Mais le point, faut pas s'en vouloir là, le point de profil était bien. Puis de toute façon, il faut jamais regretter. Que ce soit en perte ou en gain, à partir du moment où on a correctement appliqué la stratégie et on a ouvert les yeux et regardé le contexte. À partir du moment où ces deux éléments-là sont en place, que ce soit du gagnant, du break-even ou du perdant, n'ayez rien à regretter. Donc ça baisse toujours. Non. Non, là on peut pas acheter parce que les blanches sont complètement dans les choux. Alors, zut, je vais aller un peu vite. Là. Merde, c'est pas ça que... Bon, oui, bon, je vais l'enlever parce que de toute façon ça va nous charger. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Sur cette bougie verte là, une très très grosse pin bar qui fait tout juste une touchette sur la bande jaune. Elle est ressortie pour rentrer, donc c'est valide à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'on a quand même les bandes de Bollinger. J'aime bien qu'elles soient là quand même. Hein. Là, elles sont quand même assez loin. Elles sont quand même assez loin. Et en plus de ça, le ratio il est à 1 pour 1 ou 1 pour 1,5. Alors ça m'obligerait à couper. Je peux effectivement écréter la mèche, mais je serais juste en dessous Enfin, je suis pas très... Allez, on va dire non. Là, on a pris un joli profit. D'une manière générale, c'est bien d'être assez rigoureux, donc on va dire plutôt non.
Ok. Ok, bon bah on a bien fait. On était quand même encore un petit peu loin des bandes de Bollinger. Ah oui, et puis autre chose aussi que j'avais pas vu, pardon, ici, c'est que là, en fait, comme c'est un contre-tendance, ça veut dire on remonte le stop à break-even quand le prix atteint la médiane ici, la médiane blanche. Sauf que là, la médiane blanche, elle est 2 ticks au-dessus. Donc en fait, ça voudrait dire que là, en fait, on aurait le prix effectivement aurait fait 2 ticks de plus, on aurait mis en break-even quasiment quelques instants, entre guillemets, après avoir pris la position, et elle aurait été refermée immédiatement. Donc en fait, même si on l'avait pris, on serait sorti à break-even. Le problème, c'est que est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre un trade sachant qu'après 3 ticks, on va déjà, entre guillemets, être forcé de remonter à break-even et que le moins de mouvement de prix va faire sauter notre position à break-even. C'est pas particulièrement intéressant de toute façon. Voilà, donc c'est comme ça au moins ça clôturait le débat. Donc là, il repart de nouveau. Alors là, il fait un double contact. Donc là, c'est plus net. Et là, j'ai une réaction. Alors là, j'ai une réaction. Je vais zoomer un tout petit peu plus. Est-ce que cette réaction est suffisante par rapport au mouvement baissier? Est-ce que je vous dis qu'il faut quand même au moins 30%? Là, je dirais qu'on est à 25% de réaction. Le mouvement baissier, il est celui-là. Et la réaction opposée, elle est en clôture ici. Là, j'ai pas mes 30%, hein. C'est parce que là, du coup, je le mesure sur la hauteur de cette bougie rouge ici. Ici, non, j'ai pas 30%. Ici, j'ai 25%. Sachant que 30%, c'est déjà même un petit peu limite. C'est mieux 40 ou plus. Donc là, la réaction est un peu faiblarde par rapport à la grosse puissance baissière qu'il y a eu juste avant. Donc je dirais plutôt non. Ensuite, bon, ça pousse un... Ouais, bon, c'est stable. Ok, bon, bah, vous voyez, ça repart à la baisse ici. Donc là, on aurait terminé à break-even ou perdant, plutôt perdant. Donc, vous voyez, l'importance quand même de cet effet réactif, il faut quand même qu'il ait un peu de force. Là c'est vraiment trop limite par rapport au mouvement, hein, qui est rentré dans les bandes de Bollinger. Sachant au passage aussi, j'en profite, je l'ai déjà dit, comme toutes les stratégies de trading, la tendance est toujours plus facile et marche toujours mieux que la contre-tendance. Donc les contre-tendances, quand vous les prenez, soyez vraiment nickel. Alors, il faut vraiment que ce soit très très beau pour y aller. Alors non, ici, il n'y a rien à faire. Ah, alors attendez, je vais remettre un peu à l'échelle. Je vais remonter. Oula, d'accord, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non, non, non. Pardon, je vais remonter un peu pour que vous voyez mieux ici. Non. 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 Zut. Alors, ici. Alors, non pour 2 raisons. Donc là, ce serait pour une vente en tendance. Première raison, comme je vous disais, quand on vient d'un fort mouvement dans le même sens, méfiez-vous du premier trade en tendance après ça. Ici, vous voyez qu'on a une zone ici dans laquelle on a une, deux, trois, quatre bougies complètement à l'intérieur des jaunes. C'était assez récemment malgré tout. Et on vient quand même globalement, vous voyez, d'une tendance qui a été très forte et qui a vraiment frotté tout le long, voire dépassé la bande basse des bandes de Bollinger jaunes. Donc la première opportunité, quand ça sort de là en tendance, on ne la prend pas. Et au-delà de ça, la bougie est pas méga jolie non plus. Déjà, elle est verte pour vendre, donc même si dans l'absolu ça fonctionne, c'est sûr que c'est mieux quand c'est dans la bonne couleur. Et en plus de ça, la clôture est au-dessus des bandes de Bollinger blanches. Bon, d'un tic, mais elle est quand même au-dessus. Donc là, non, il y a trop de noms là. Ok, donc voilà, ça y va pas. Donc encore une preuve supplémentaire qu'il ne faut pas prendre la première opportunité parce qu'on a un risque d'être arrivé ici
à la fin de la tendance et qu'on amorce une nouvelle tendance, mais simplement avec le lag de la moyenne mobile jaune, on n'y est pas encore. Si vous avez une autre façon de faire que celle-ci, de simplement dire on ne prend pas la première opportunité dans cette situation pour combler, compenser cette problématique de lag de moyenne mobile, je suis ouvert à des suggestions. Comme ça fonctionne plutôt bien en tout cas. Ici, non, c'est pas bon parce que là, bon, bah là, on vient pas d'un contact plus réaction, ça arrête pas de frotter contre. Ici, non, on vient pas de, c'est pas ressorti pour revenir, donc je valide pas ça comme une nouvelle tentative. C'est toujours le même frottement là contre cette bande de Bollinger. C'est la même impulsion. Ok, donc là, maintenant, si ça y revenait, éventuellement, on pourrait considérer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Non. Bah non. Non, ok. Et donc là, visiblement, vous voyez qu'on est en train, ça allait en tout cas, de bien, c'était bien ici, là, le point bas, avant éventuellement d'amorcer dans l'autre sens. Ça a l'air de vouloir y aller. Non, bah là, non, de toute façon, c'est plus valide parce que là, on est passé complètement de l'autre côté de la moyenne mobile jaune. Puis on voit bien quand même qu'on est vraiment contre, là, hein, la construction des vagues. Ensuite, non. Alors là, on sera... Ah non, là, on pourrait pas. De toute façon, on est repassé de l'autre côté. Euh... Bah non, non, je suis bête. Alors ici... Effectivement, il est... Ouais, il y a une marge qui me plaît pas. La bougie est quand même très... un peu bizarre dans son amplitude, on va dire. Et qu'est-ce qui... Ouais, on clôture pile sur la moyenne mobile jaune. Non, ça c'est pas... Ça c'est trop bizarre ça. Ok, bon, on fait bien. Alors. Ici... Ah non, ici non, on est repassé de l'autre côté. Donc ici, il faudrait une proximité avec ça. Là, on est quand même trop loin. Là, ça serait un contre-tendance. Non, on est quand même encore assez loin. Bon, je vais essayer d'en trouver une dernière et puis bah sinon on passera à un autre graphique. Alors ici. Non, les bandes de Bollinger blanches sont quand même un petit peu loin. J'aime pas bien. Puis là, la mèche est plus grande du mauvais côté, donc j'aime pas trop ça. Alors, là par contre, on a contact, double contact réaction. La mèche est plus grande de ce côté que de ce côté. Bon, ça se joue pas à grand chose, mais c'est ok. Par contre, là en termes de ratio, non, en termes de ratio, ça va pas y aller parce que là, je vais prendre l'outil, short, ici. Oui, puis de toute façon, encore une fois, même sans ça, on a le problème de la mise en break-even. Là, si je me mets ici pour aller chercher ici, vous voyez, je suis à même pas un pour un. Et si je la coupe ici, non, non, là, on est très très loin du compte. Là, on est à 1,56. Donc, il n'y a rien à faire en termes de ratio ici. Et là, ben, vous voyez que on est déjà sur une éventuelle mise en break-even. Ça aurait été intéressant de prendre la vente ici. Là, par contre, on était bon, mais j'étais pas très à l'aise avec la petite marge des bandes de Bollinger blanches. Bon, ça y serait allé, mais dans le doute, s'abstenir. Alors. C'est intéressant ça. Là, on a une possibilité d'achat en tendance. On a bien une clôture très nettement au-dessus de la moyenne mobile jaune. On a une très belle pin bar verte. Un très bel effet réactif qui se fait en deux fois. Mais donc, bah, en deux fois, c'est encore bon. Et il est validé en plus par une pin bar. Donc, on a presque les deux choses en même temps là. On a à la fois la réaction en deux fois plus la pin bar. Tout clôture bien à l'intérieur. Est-ce qu'en termes de ratio, on peut aller chercher quelque chose ou pas ici, en position longue?
Donc avec la bougie, avec la mèche, très probablement pas. Mais en la coupant peut-être. Alors là, on est à 1,46, ok. Et si je remonte ici, ouais, 2,60 en coupant la mèche. Donc c'est un peu limite. C'est même en coupant la mèche, ou alors il faudra vraiment que je la mette en... Ouais, pour aller voir les trois, oui, si on pourrait avoir les trois, je me mets un tic sous le corps. Donc on est encore bon. On est encore bon, on est tout juste, tout juste. Bon, allez, pourquoi pas. Allez, tentons-la. Elle est jolie par ailleurs. Ok. Là, il joue un petit peu avec nos nerfs. Alors là, on est pas loin de pouvoir prendre un profit en haut de cette bougie ici. Mais peut-être que j'aurais mis la marche tout juste au-dessus. Donc là, éventuellement, on peut considérer une mise en break-even ici. Parce que là, on voit que on avait vraiment été pas loin d'atteindre notre take profit. Le déclenchement était ici. Donc là, si vous ne le sentez pas, vous pouvez éventuellement remonter votre stop à break-even ou quasi break-even. Alors non, pardon, là on est en tendance, donc on ne remonte pas le stop. Là, on prend 50 pour éventuellement prendre... ouais, mais le problème ici, c'est qu'on peut plus vraiment prendre 50% des profits parce qu'il est censé être faire sur la blanche. C'est un petit peu bâtard comme situation ici. Donc là, non, on peut pas faire le break-even Darwin. Normalement, il faut faire un break-even Darwin quand on est sur les trades en tendance. Là, on ne peut pas parce qu'on a loupé la target. Ça s'est approché de la target. Probablement que ça l'a manqué de quelques ticks et ça a reflué. Donc prendre 50% ici, sachant qu'on n'est pas à la target, c'est un peu bizarre quand même. Enfin, si, remarquez, là, si je mets mon stop ici, le stop était ici de toute façon, et que je suis ici, je suis à... Ouais, je suis à 1 pour 1,25. Donc là, non, si c'est bon. Là, on peut faire un break-even Darwin, c'est-à-dire prendre 50% des gains ici, on est à 1 pour 1,25. Donc on est au-delà de 1 pour 1. Laisser le stop là où il est. Et comme ça, même si ça vient toucher notre stop, on est quand même en gain. Donc ok, gérons-le comme ça. Ok, bon bah il finit par y aller. Et donc là ici, étant donné la situation, bon bah quand il atteint enfin le contact ou le quasi-contact avec les bandes de Bollinger blanches, qui sont en plus là confondues avec les jaunes, ici vous voyez qu'il a galéré, pour atteindre la target. Donc là on n'a pas de marge de manœuvre, là on n'est pas dans une situation où on va se dire bon bah allez... YOLO, continuons, soyons curieux, etc. Donc là, effectivement, par sécurité, on prend la deuxième partie du trade ici. Donc au final, on a eu une moitié qui était en gain à 1 pour 1,25 et une deuxième moitié qui a terminé en gain à 1 pour 2,75. Donc voilà, donc non, non, là, le trade, c'était pas un trade facile, mais vous voyez qu'en utilisant les règles telles qu'elles sont conçues, au final, sans toucher à rien, ça permet de quand même bien en tirer quelque chose. Ok. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là sur H1 Forex. Là, je sentais que ça allait prendre très 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 longtemps pour faire tous les cas de figure, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu plus pour les autres. Donc, mais c'est vrai que quand on fait à l'aveugle comme ça, bah moi il me faut le temps de réfléchir aussi, hein, donc ça prend plus de temps. Normalement c'est des barres d'une heure, donc j'ai plus de temps pour réfléchir. Donc ici, achat là, et une clôture en gain, un ici et un ici. Voilà, donc si on fait le bilan, et vous voyez d'ailleurs que ici ça correspond pile au point avant que ça reflue. Donc on a bien fait en l'occurrence de sortir ici. Ouais, ben vous voyez, on a bien fait de sortir ici parce que ça après ça galère un peu. Bon, finalement ça finit par y aller, mais on est déjà sorti du contexte quoi. Donc une fin de surveillance qui est donc ici. Donc voilà, si on fait le bilan entre les deux barres. Donc on a eu deux trades gagnants, un trade gagnant à 1 pour 4 et un trade gagnant, alors si je fais la moyenne de 1 pour 1,25 et 1 pour 3, donc un trade gagnant à 1 pour 4 et un trade gagnant à 1 pour 2.
Donc 4% ici, 2% ici, 6% en combien de temps? Entre le 7 novembre 2018 et en une semaine, voilà. Donc 6% en une semaine avec juste deux trades et avec juste une unité de surveillance et un instrument de surveillance. Moi, je considère que en termes de provider de stratégie, j'ai fait mon boulot.